Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc comme je vous le disais, à la fin du 19e siècle, le monde est en train de changer. Et il change en fait brutalement. Les nationalismes explosent partout en Europe, les empires vacillent, les peuples réclament leur État, leur langue, leur drapeau, leur souveraineté. Ça peut nous rappeler des choses. L'idée nationale devient l'une des forces politiques les plus puissantes du continent. Et c'est dans ce contexte que le sionisme moderne prend véritablement forme. Beaucoup d'historiens insistent sur ce point, encore une fois, le sionisme est un produit de l'Europe du 19e siècle, pas du tout du judaïsme antique, pas directement de la Bible, mais du monde des nationalismes européens modernes. Alors évidemment, il puise dans une mémoire religieuse très ancienne, je ne vais pas revenir là-dedans, dans l'attachement à Jérusalem, dans le souvenir de l'exil, dans l'idée du retour à Sion, mais la forme politique du sionisme est profondément contemporaine des mouvements nationaux européens. Et d'ailleurs, son langage, c'est celui de l'époque. Nation, peuple, territoire, souveraineté, renaissance nationale. Et cette transformation va bouleverser toute l'histoire de la Palestine, et une partie quand même, et toute l'histoire de l'Europe, il faut être honnête. La figure centrale donc de ce tournant, c'est Theodor Herzl. C'est un intellectuel. Il est austro-hongrois, assimilé. Il parle allemand, il appartient à cette bourgeoisie juive européenne qui croyait encore possible l'intégration complète dans les sociétés occidentales. Et comme beaucoup de juifs de son milieu, il pense d'abord que l'émancipation politique va finir par résoudre l'antisémitisme. Mais plusieurs événements vont profondément le transformer. Et l'un des plus importants se passe chez nous. C'est l'affaire Dreyfus. Et oui, pour beaucoup de juifs européens, la France représentait le modèle ultime de l'émancipation. La patrie des droits de l'homme, la République universaliste. Or, quand un officier juif français, Alfred Dreyfus, est accusé de trahison dans un climat d'antisémitisme hystérique, une partie du monde juif comprend brutalement quelque chose. Même intégré, même patriote, les juifs peuvent encore être rejetés comme corps étranger. Herzl tire alors une conclusion radicale. L'antisémitisme n'est pas un accident temporaire de l'histoire européenne, il est structurel. Selon lui, les Juifs ne seront jamais totalement acceptés dans les nations européennes parce qu'ils ne disposent pas eux-mêmes d'une nation. C'est le cœur du raisonnement sioniste. En 1896, Herzl publie donc « L'État des Juifs ». Le texte est capital. Il ne s'agit plus seulement d'un rêve religieux ou d'un projet philanthropique. Là, il propose un véritable programme politique international, créer un État juif moderne. Et très vite, la Palestine s'impose comme le lieu symbolique, évidemment, central de ce projet. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Le sionisme des débuts n'est absolument pas homogène. On trouve des religieux, des laïcs, des socialistes, des bourgeois libéraux, des révolutionnaires, des intellectuels occidentaux, des militants venus des ghettos d'Europe orientale, et tous ne veulent pas forcément la même chose. Certains imaginent un État moderne de type européen, d'autres rêvent d'une société agricole égalitaire, certains pensent surtout à sauver les juifs persécutés, et d'autres veulent une véritable renaissance nationale et culturelle. Mais tous partagent une conviction commune, le peuple juif doit redevenir acteur de son histoire. En 1897, Herzl organise le premier congrès sioniste à Bâle. C'est un moment fondateur. Le mouvement se structure, des institutions apparaissent, des fonds sont créés pour acheter des terres en Palestine. Une diplomatie s'organise. Et déjà, une difficulté immense est en train de surgir parce que la Palestine appartient quand même toujours à l'Empire ottoman. Et Herzl tente d'obtenir une reconnaissance officielle du sultan. Il imagine des accords financiers, des investissements, des projets de développement, mais les Ottomans restent méfiants. Ils comprennent parfaitement qu'une immigration juive massive pourrait modifier les équilibres démographiques et politiques de la région. Les autorités ottomanes cherchent donc à limiter l'installation permanente des nouveaux arrivants, même si, on est d'accord, les contrôles restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire assez imparfaits. Malgré ça, les migrations commencent. Ce sont les premières aliyas,
les premières vagues d'immigration juive moderne vers la Palestine, je pense que ça se prononce comme ça, vous me pardonnerez encore une fois. Des milliers de juifs, principalement venus d'Europe orientale et de Russie, arrivent dans une région qu'ils connaissent souvent davantage à travers les textes religieux et l'imaginaire européen qu'à travers la réalité locale. Et ce choc entre imaginaire et réalité, vous comprenez, est immense, parce que la Palestine qu'ils découvrent n'est pas du tout, mais alors pas du tout, une terre vide. Elle est peuplée de villages arabes, de villes ottomanes, de communautés musulmanes et chrétiennes anciennes, de structures sociales complexes, de grands propriétaires fonciers, de paysans, de commerçants, de notables, bref, du monde quoi. Mais dans une partie de la pensée sioniste naissante, la Palestine reste encore perçue, je vous le rappelle, comme un territoire sous-développé et en attente de modernisation. Cette vision s'inscrit dans les représentations coloniales, j'insiste, du XIXe siècle. Beaucoup d'Européens pensent alors sincèrement apporter le progrès à des régions qui sont jugées, pour être gentil, en retard. Le sionisme naissant partage parfois ce regard. Les pionniers juifs créent des exploitations agricoles modernes, assèchent des marécages, développent certaines infrastructures, ils veulent bâtir un homme juif nouveau, attaché à la terre, productif, loin de l'image du juif urbain européen marginalisé. C'est une révolution culturelle, autant que politique. Et c'est là que naissent les premières colonies agricoles qui vont devenir plus tard les kibbutzim. On parle hébreu, on tente de faire renaître une langue ancienne comme langue vivante nationale. Une identité collective nouvelle est en train de se construire. Mais parallèlement, les tensions apparaissent déjà. Parce que les achats de terres bouleversent parfois les équilibres locaux. Certaines terres sont acquises auprès de grands propriétaires qui sont absents et qui vivent à Beyrouth ou à Damas, tandis que des paysans arabes qui sont installés depuis longtemps sont carrément déplacés. Et surtout, une inquiétude commence lentement à émerger chez certains habitants arabes de Palestine. Ces nouveaux arrivants ne viennent pas seulement vivre parmi eux, ils semblent porter un projet politique collectif. Alors au départ, l'inquiétude est limitée. Les migrations sont encore relativement faibles, les identités nationales palestiniennes ne sont pas totalement structurées, beaucoup de relations quotidiennes restent pragmatiques. Mais quelque chose change profondément. Pour la première fois depuis des siècles, vous avez un mouvement national moderne qui revendique progressivement la Palestine comme espace politique. Et cette revendication se heurte immédiatement à une autre réalité. Des populations vivent déjà sur cette terre et développent elles aussi peu à peu leur propre conscience politique. Et les historiens le montrent ça très bien, que l'un des grands drames historiques est en train de naître à ce moment-là. Les deux mouvements nationaux vont se construire en fait simultanément, par opposition, par réaction. Le sionisme considère la Palestine comme le lieu légitime de la renaissance nationale juive. Les Arabes locaux commencent progressivement à considérer cette même terre comme leur patrie menacée. Et chacun développe son récit historique, sa mémoire, sa légitimité. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, presque personne ne pense encore réellement en termes de partage. Dans beaucoup de milieux sionistes, on imagine que le développement économique va permettre une coexistence naturelle. Certains pensent même que les populations arabes vont bénéficier tellement de la modernisation qu'elles accepteront facilement le projet. Inversement, beaucoup d'Arabes palestiniens ne perçoivent pas encore toute la portée politique du mouvement sioniste, qu'ils voient parfois simplement comme une immigration parmi d'autres. Mais sous cette apparente ambiguïté, les logiques profondes sont déjà en place. Vous avez deux nationalismes modernes qui commencent à regarder, si vous voulez, le même territoire comme essentiel à leur avenir collectif. Et au-dessus d'eux, les grandes puissances européennes poursuivent leurs propres intérêts stratégiques dans la région. Et donc la Palestine devient un espace extraordinairement fragile. Province ottomane affaiblie, territoire sacré mondialisé, objet des ambitions impériales, terre d'immigration, foyer de renaissance nationale juive, et bientôt un lieu d'éveil d'une conscience politique arabe palestinienne.